Revenu dans le salon, peu le désert, l'empereur a cependant pris la parole sur les nouvelles que nous avions apportées les gazettes, les conditions de la paix, les forteresses livrées aux étrangers, la fermentation des grandes villes. Il a traité ces sujets en maître, mais s'est retiré de bonne heure. L'instant qui avait précédé le dîner lui demeurait visiblement sur le cœur. Peu de temps après, il m'a fait demander où l'on continuait le papier. Comme je me mettais en devoir de lire, il se rappelait l'état de mes yeux et ne l'a plus voulu. J'insistais, disons que je parcourais vite, que ce ne serait pas long. Mais il les a éloignés lui-même, ajoutant la nature ne se commande pas. Je voulais défendre, je tendrai des mains. Il s'est mis à marcher et bientôt ce qu'il avait dans le cœur en est sorti, qui me semblait amable dans ses reproches et ses plaintes, qu'il était homme et bon, car ce qu'il disait était juste et vrai, mais c'était un de ces moments précieux où la nature prise sur la fait montre à nous les fronts du cœur et du caractère. Et je me disais en les quittant, ce que j'ai d'ailleurs si souvent l'occasion de me dire, bon Dieu, que l'empereur a été mal connu dans le monde. Au demeurant, on lui rend ici de sommet plus de justice. Ces Anglais, si acharnés, si excusables d'ailleurs pour les fausses peintures dont on les a si constamment nourris, commençons à prendre une idée plus juste de son caractère. Ils avoueront qu'il s'était trompant étrangement tous les jours et que l'empereur est bien différent de ce Napoléon que les intérêts politiques et les mensonges leur avions tracé. Tous ceux qui, on peut le voir, l'entendre, avoir affaire à lui, n'ont plus qu'une voix là-dessus. Il a échappé plus d'une fois à l'admiral, au travers de nos querelles avec lui, de se récrire que l'empereur était sans contredit le milieu naturel de toute la bande, et plus raisonnable, le plus juste, le plus facile. Et il disait vrai. Une autre fois, un honnête Anglais que nous voyions souvent confesser à Napoléon dans toute l'humilité de son âme est en forme d'expiation qu'il avait à se reprocher et qu'il était honteux d'avouer qu'il avait cru fermement toutes les abominations dépitées sur son compte. Ces étranges laments, ces massacres, ces fureurs, ces brutalités, enfin jusqu'à difformité de sa personne est au trait hideux de sa figure. Après tout, ajoutait-il candidement, comment n'aurais-je pas cru? Tous nos livres ont été en plein. C'était dans toutes nos bouches. Pas une voix ne s'est livrée pour la contredire. Eh bien, dit Napoléon en souriant, c'est de vos ministres que j'ai l'obligation de toutes ces gentillesses. Ils ont inondé l'Europe des pamphlets et des libelles contre moi. Peut-être aurions-ils à dire pour excuser qu'ils ne faisions que répondre à ce qu'ils recevront de France même. Et ici, il faut être juste. Ceux d'entre nous croient à vous depuis danser sur les ruines de leur patrie ne s'en faisions pas faute et les tenions abondamment poursuivis. Quoi qu'il en soit, on me tourmenta souvent autant de ma puissance pour que je fisse contrebattre ces menées. Je me refusais toujours. À quoi mieux survécu, mieux défendu? On eût dit que j'avais payé, et cela ne m'eût que discrédité un
peu davantage. Une victoire, un monument de plus. Voilà la mieux, la véritable réponse, disais-je constamment. Le mensonge passe, la vérité reste. Les gens sages, la postérité surtout, ne jugeons que sur des faits. Aussi qu'est-il arrivé? Déjà le nuage se dissipe, la lumière perce, je gagne tous les jours. Bientôt, il n'y aura rien depuis quand en Europe que demain rendre justice. Ceux qui m'ont suscité diront les archives de mon administration, les archives de la police, les greffes des tribunaux. Ils ont à leur disposition, à leur solde, ceux qui ont été les exécuteurs, les complices de mes atrocités et de mes crimes. Eh bien, qu'ont-ils publié? Qu'ont-ils fait connaître? Aussi la première fureur passée, les gens d'esprit et du jugement me reviendront. Je ne concevrai peu ennemis que des sots ou des méchants. Je puis demeurer tranquille, je n'ai qu'à laisser faire et la suite des événements, les débats des partis opposés, leurs productions averses feront lieu. Chaque jour, les matériaux les plus sûrs, les plus glorieux de mon histoire étaient quoi on a buté après tous les immenses sommes dépensées en libelle contre moi. Bientôt, il n'y en aura plus de traces, tandis que mes monuments et mes institutions me recommanderont à la postérité la plus reculée. Aujourd'hui, du reste, on ne saurait plus recommencer. C'est heure envers moi la calomnie a épuisé du ses venins sur ma personne. Elle ne saurait plus me heurter. Elle n'est plus pour moi que le poisson des Mithridates. L'empereur m'avait fait appeler à 8 heures pendant qu'il faisait sa toilette. Je lui ai achevé le papier, commencé à le lire. Une fois habillé, il est sorti à promener vers les écuries à demander son cheval et parti seul avec moi, tandis qu'on préparait encore ceux de la suite. Nous avons promené à l'aventure. Arrivé dans un champ qu'on labourait, il est descendu de cheval, a saisi la charrue, au grand étonnement de celui qui la conduisait. Il a tracé lui-même un sillon du long étendu. Remonté de nouveau, il a marché sans intention dans le voisinage. Le Gérard Coco et les piqueurs l'ont rejoint successivement retour. L'empereur voulu déjeuner sous un arbre dans le jardin et nous a retenus. Il nous avait dit un cheval qui venait de nous faire un petit cadeau bien léger. À la vérité, observait-il, mais toutes ces mesures aux circonstances et dans celle-ci, c'était pour lui, disait-il. Le denier de la veuve, c'était un traitement mensuel qu'il venait arrêter pour chacun de nous, où il devait être prélevé sur une somme assez peu forte que nous avions dérobée à la vigilance anglaise. Cette somme demeurait ici désormais l'unique et seule ressource de Napoléon. En son combien elle devenait précieuse. Aussi, j'ai employé le premier instant où je me trouvais seul avec lui pour lui exprimer ma pensée à cet égard et ma résolution personnelle de ne pas profiter de son bienfait. Il en a beaucoup ri, et comme j'insistais toujours, eh bien, m'a-t-il dit, en me saisissant l'oreille, si vous n'en avez pas besoin, gardez-le-moi. Je saurai où le retrouver quand il me le faudra. Après son déjeuner, l'empereur est rentré dans son intérieur et m'a fait le suivre pour finir les papiers nouvelles.
Il y avait longtemps que je disais, Monsieur de Montauban a fait demander à être instruit. Il venait de causer longuement avec l'admiral qui désirait beaucoup voir l'empereur. L'empereur a interrompu ma traduction, s'est promené quelque temps, comme s'il eût hésité, puis prenant son chapeau, il a gagné le salon pour y recevoir l'admiral. J'en ai eu une vive joie. Si nous devions cesser notre état d'hostilité, j'étais sûr que 2 minutes de lui et plaignerait plus des difficultés que 2 journées entières de qu'un de nous. En effet, j'ai compris que ses arguments, sa logique, sa bonhomie avions tout entraîné. On m'a assuré que l'admiral était sorti enchanté. Pour l'empereur, il était fort content. Il est loin de haïr l'admiral. Il a même peut-être une faible pour lui. Vous pouvez être un très habile homme de mer, doit-il lui avoir dit. Mais vous n'entendez rien à notre situation. Nous ne vous demandons rien. Nous pouvons nous nourrir à l'écart de nos peines et de nos privations, nous suffire à nous-mêmes. Mais notre estime vaut bien qu'on s'en mette en peine. L'admiral serait jeté sur ses instructions. Mais ne sait-on pas répliquer l'empereur? L'espace immense qui existe entre la dictée des instructions et leur exécution. Telle est ordonne de loi qui s'y opposerait lui-même s'il devait les voir exécuter. Qui ne sait encore, continuait-il, qu'au moindre différent, à la moindre contrariété, au premier cri de l'opinion, les ministres décevront des instructions ou plairont vivement de ne les avoir pas mieux interprétées.